Salut à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo basée sur l'histoire et la géographie. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un peuple en particulier qui aurait envahi le monde, même si c'est un petit peu le cas quand même, mais on ne va pas parler du peuple spécifiquement. On va parler d'une ville, une des plus grandes cités de l'univers, une des plus grandes cités de l'histoire. Donc je vais vous parler de Constantinople, alias Istanbul, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tout le monde connaît les bases d'Istanbul. C'est une ville qui est située sur deux continents, hein, comme on le voit ici. Donc là, vous avez l'Asie ici. Vous avez le Bosphore, donc c'est le bras de mer qui mène jusqu'à la mer Noire. Là, vous avez la mer de Marmara. Et vous avez l'Europe ici. Et vous avez le vieux Constantinople, alias Byzance, qui est ici. Donc au niveau de cette pointe-là, à la base, les hommes étaient installés ici, puis ça s'est développé. Aujourd'hui, c'est une ville tentaculaire, il y a 15 millions de personnes. À l'époque, quand les Romains la conquièrent au IVe siècle, avant cela, c'est une ville fondée par les Grecs et qui était la capitale de la Thrace, qui était une région du monde aujourd'hui qui se situerait en gros sur une partie de la Bulgarie, de la Géorgie, de la Turquie actuelle. Elle est attaquée par les Romains, pillée, rasée, et en 330, l'empereur Constantin Ier reconstruit la ville, 4 fois plus grande, il veut en faire une capitale, il veut en faire une grande ville. Il lui donne son nom, évidemment, tant qu'à faire, et donc lui donne le nom de Constantinople. C'est pas le premier, parce qu'Alexandre le Grand, partout où il passait, il fondait des villes, et ils s'appelaient tous Alexandrie, Alexandre, enfin, des Alexandries, il y en a partout sur tout son chemin. Donc elle est créée en 330, et ça devient très vite une des plus grandes villes de l'Empire romain, qui va vite devenir ingouvernable. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Empire romain, au nord, ça va jusqu'à la Germanie et surtout au nord-ouest jusqu'à l'Écosse. Au sud-ouest, ça va jusqu'à l'Espagne. Les Romains occupent tout le nord du Maghreb et la Turquie. Et donc c'est un empire tellement immense et déjà pas mal attaqué par les tribus barbares, on va dire, du nord de l'Europe, que ils décident de donner à Constantinople le titre de Nouvelle-Rome. Et donc, en gros, l'Empire est divisé en deux, entre l'Empire romain en Occident, celui qu'on connaît, qui était dirigé par Rome, et l'Empire d'Orient, qu'on a appelé l'Empire byzantin, puisqu'il était bâti sur Byzance, et qui était à l'Est, tout simplement. Et quand l'Empire romain de l'Ouest va chuter, les réminiscences de l'Empire romain, ce sera l'Empire byzantin. C'est un empire qui, accessoirement, va quand même durer 1000 ans, ce qui peut paraître pas tant que ça. Et en fait, c'est juste immense, parce que il y a très peu de traces finalement d'empires, à part les Chinois, les Égyptiens, mais les empires qui ont duré 1000 ans, c'est quand même assez rare, et pourtant c'est un empire qui est absolument pas ou très peu enseigné dans les écoles françaises. Comme c'est pas du tout nos ancêtres, on en parle très peu, pourtant c'est un empire qui a compté et qui est très symbolique. Sa chute va signifier beaucoup en termes de symboles. Donc en attendant, au IVe siècle, la ville est fondée, il y a 80 000 habitants. Elle prospère notamment parce qu'à l'époque, la ville est plus ou moins à l'abri des attaques des Germains, mais très vite, Attila se pointe sous les portes de Constantinople, alors qu'elle vient de subir un tremblement de terre. Les habitants parviennent quand même à défendre la ville, et Attila ne reviendra pas. La ville qui est rebâtie après une révolte au VIe siècle, qui est la ville qui est rasée, et qui donc Justinien, qui était un empereur, l'empereur byzantin au VIe siècle, qui rebâtit la ville, notamment Sainte-Sophie. C'est une ancienne basilique, donc c'est une basilique qui est absolument magnifique, qui est devenue une mosquée et qui est donc à la fois influencée par l'art chrétien et l'art musulman, un peu comme les bâtiments en Espagne. Et donc c'est un exemple absolument fabuleux de ce que les mélanges de civilisations peuvent faire finalement. C'est une ville, surtout, donc on l'a dit, qui est sur deux continents, mais au-delà du détail géographique, c'est un empire et une ville qui était située entre deux mondes, finalement, qui n'ont cessé de s'affronter. C'est une ville qui était un joyau que tous les conquérants ont rêvé de conquérir. À l'ouest, par exemple, vous aviez des Mongols qui arrivaient de l'ouest et qui ont cherché à conquérir la ville, qui s'appelaient des Avars. Donc il ne fallait pas trop leur demander de payer le restaurant, a priori. Et vous aviez aussi des Slaves qui ont cherché à conquérir la ville. Et à l'est, vous aviez le monde arabe qui s'est réveillé au 7e siècle lors de la création de l'islam et qui ont décidé de partir en conquête. Je rappelle qu'ils vont aller jusqu'en Espagne. Et à ce moment-là, évidemment, ils cherchent à conquérir Constantinople, qui est une ville richissime. Et donc, ils vont mener deux sièges, un en 673 et un en 717-18. Les deux fois, ils vont échouer, les deux fois, ils vont attaquer par la mer, et les deux fois, ils vont être repoussés, notamment grâce à une invention absolument géniale, puisque encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment elle a été fabriquée, ça s'appelait le feu grégeois. Ceux qui ont regardé Game of Thrones doivent avoir une petite idée de
de ce que c'est, puisque ça a inspiré notamment plusieurs épisodes. C'est un feu tout simplement qui était produit, on ne sait comment, notamment peut-être par de la résine de pin, du soufre, de la poix, on ne sait pas trop. On sait que ça a même été un petit peu utilisé en Europe, mais pas beaucoup. Et c'était une création byzantine, et c'était un feu qu'on jetait sur les navires ennemis, qui brûlait même sur l'eau, et qui faisait des ravages parmi les navires. Et c'est grâce à ça que les Byzantins ont réussi à repousser plusieurs sièges arabes, et finalement les Arabes vont laisser tomber. Et donc la fin des attaques musulmanes vont donner le point de départ d'une faste période, prospérité pour Constantinople et pour l'Empire byzantin, puisque Constantinople, par exemple, est un des points de chute à l'ouest de la route de la soie dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et, donc c'est un réceptacle de toutes les connaissances asiatiques, chinoises, toutes les inventions. Et la ville devient absolument richissime. Et cette prospérité va s'arrêter net suite à un événement qui l'Empire byzantin et Constantinople en particulier ne vont jamais se remettre pendant les siècles qui vont succéder. La ville va vivoter au tout début du XIIIe siècle. Constantinople est attaquée en 1203 et en 1204 par les croisés, bizarrement. Les croisades, à la base, elles étaient commandées par les différents papes qui disaient aux rois chrétiens c'est insupportable, ce sont les infidèles qui occupent la Terre Sainte, le tombeau de Jésus et tout ça. Donc, au nom de Dieu, au nom de votre foi, envoyez vos armées pour libérer les Terres Saintes. Et donc, les rois européens ont cessé d'envoyer des croisades en Terre Sainte, donc beaucoup plus au sud de Constantinople. Mais en 1203-1204, ce qui s'est passé, c'est que les croisades ont demandé à Venise de leur fournir des bateaux. Venise, c'était une cité-État extrêmement puissante, à l'image de Gênes ou de Florence. Et Venise était notamment connue pour la qualité de sa marine. Et donc, en échange des bateaux que Venise pouvait leur fournir pour aller en Terre Sainte, Venise leur a demandé de l'argent. Les croisés n'ont pas pu leur fournir, ils n'avaient pas assez. Et donc, Venise, ils ont dit, bon, on est embêtés, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis finalement, ils ont une idée remarquable. Ils leur ont dit, bah, vous voyez, ce que vous pouvez faire, amis croisés, c'est que vous pouvez faire un petit détour. Il y a un endroit où il y a beaucoup d'argent, Constantinople. Vous y allez, vous pillez la ville, vous me payez avec l'argent récupéré à Constantinople, et comme ça on est quitte. Voilà, donc c'est ce que les croisés ont fait. Je rappelle que c'était une ville qui était chrétienne, même si c'était des chrétiens, mais des chrétiens orthodoxes, puisqu'il y avait une séparation, ce qu'on appelait le grand schisme d'Orient, c'est-à-dire qu'à un moment, l'Ouest est demeuré chrétien, catholique, et l'Est est devenu plus orthodoxe. Les chrétiens de l'Est de l'Europe, notamment en Grèce, en Russie, en Bulgarie, tout ça, on les appelle les orthodoxes, c'est pas un hasard, ça date d'un millénaire, mais c'était quand même des chrétiens. Et ils ont attaqué une ville chrétienne juste pour ramasser l'argent pour payer les bateaux à Venise. Et donc ils ont attaqué la ville en 1203-1204, ils ont réussi à prendre la ville, c'est la première fois que la ville chutait, et ils ont pillé la ville. Ils l'ont pas rasée, mais en tout cas ils l'ont saccagée, ils l'ont pillée, et l'Empire s'est retrouvé complètement fauché, quoi. Par la suite, paradoxalement, l'Empire a dû demander de l'aide aux mêmes cités-États, notamment Venise, qui avait été à l'origine de leur malheur. Ils n'ont pas hésité à demander à ces cités-États là de l'aide. Bah, ils ont été dépendants de ces cités-États-là au point que Gênes a établi une petite colonie ici, à Galata. C'est le quartier nord d'Istanbul, l'Istanbul historique. Donc au départ, Byzance, c'était ici, Constantinople s'est développé un peu au nord. Vous avez ici la Corne d'Or, qui était tout simplement un port naturel pour Constantinople, qui était très précieux. Et donc ce qu'ils ont fait, une immense chaîne qui bloquait l'entrée de la Corne d'Or. Et c'était impossible pour des navires, c'est pour empêcher les invasions navales. Une immense tour qui était construite notamment du côté de Galata, donc au nord, et ça allait de l'autre côté comme ça, et la chaîne était accrochée à la tour. Vous imaginez, c'est extrêmement simple comme système, et c'est en même temps génial. Et donc les Génois, comme ils finançaient l'Empire et la ville, donc ils se sont dit, on va carrément s'installer. Donc ils ont fait une petite colonie ici à Galata, Galata qui a donné le nom au fameux club de foot que certains d'entre vous connaissent, Galatasaray. Pendant 2 siècles, la ville va vivoter. Alors, au départ, ça devient un empire latin suite à l'invasion des croisés, mais très vite, la ville est récupérée par les Byzantins. La dynastie des Paléologues s'installe jusqu'à la chute de la ville, mais la ville n'arrivera jamais vraiment à retrouver faste un siècle et demi, un siècle plus tard. C'est que les Turcs, donc les Turcs, c'est un peuple d'Europe, d'Asie centrale, qui vont s'installer dans l'équivalent de la Turquie. Ils vont contourner Constantinople et ils vont s'installer dans les Balkans, donc la Bulgarie, le nord de la Grèce, tout ça, jusqu'en Serbie. Ils vont assiéger Belgrade, vont attaquer les Hongrois, etc., sans réussir à aller plus loin.
Au milieu du XIVe siècle, l'Empire byzantin se résume à Constantinople et au sud du Péloponnèse, qui est le sud de la Grèce. Et donc les Turcs, logiquement, ils dominent toute la région, mais il leur manque juste la grande ville locale. Et donc ils vont assiéger une première fois la ville, 1394. Un siège de 8 ans, donc c'est plus un blocus en fait. Alors il va y avoir des croisés hongrois qui vont essayer de venir aider les Byzantins, mais ils vont pas y arriver. Et finalement, ce qui va sauver une première fois les Byzantins, c'est que le sultan qui dirigeait les Turcs à l'époque, qui s'appelait Bayezid, va être enlevé par des Mongols lors d'une attaque mongole. Alors les Mongols, normalement, ils avaient déjà fini. C'était une dernière attaque menée par Tamerlan. Le sultan a été enlevé, et donc ses fils s'écharpent pour récupérer l'Empire. Donc du coup, eh ben, les Byzantins sont tranquilles pendant quelques décennies. Finalement, le fils d'un de ses fils, qui aura réussi à remporter la bataille entre les successeurs, bah, devient sultan à son tour. Il s'appelle Mehmed II, c'est donc le petit-fils de Bayezid, et lui, il va remporter la mise, il va assiéger lui aussi la ville en 1453, au début 1453, un siège qui va durer 2 mois. Il y a une série sur Netflix qui raconte extrêmement bien ça, le siège de Constantinople et la chute de Constantinople. Les canons immenses qui sont utilisés par les Ottomans pour attaquer la ville. Et puis il y a un autre truc qui les a pas mal aidés, c'est le fait d'avoir contourné la fameuse chaîne pour pouvoir attaquer le port ici, la Corne d'Or, et contourner les défenses. Ils sont passés par terre ici, en portant les bateaux. Ils ont évité les Génois qui étaient installés à cet endroit-là. Ils sont allés de l'autre côté, ils se retrouvent dans la Corne d'Or, et ça a été un des éléments de la victoire des Ottomans qui ont fini par prendre la ville, qui ont tué l'empereur qui combattait à côté de ses soldats. La ville qui est, à ce moment-là, devenue la capitale de l'Empire ottoman, qui va prospérer jusqu'en 1918 et sa défaite aux côtés de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, puisqu'ils étaient alliés à l'Allemagne. Donc les Alliés occupent la ville. Finalement, l'Empire ottoman chute, devient une république, la République turque. En 1930, la ville change de nom. Elle prend le nom de la vieille ville qui s'appelait Istanbul. Ce sera Ankara qui deviendra la capitale de la Turquie. Mais voilà, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette ville, c'est vraiment le fait d'avoir été compressée pendant des siècles entre plusieurs mondes. Elle a même été fâchée avec les chrétiens de l'Ouest. Elle a été en guerre avec les Arabes. Elle a été attaquée par les Vikings aussi. J'ai pas raconté, mais c'est un empire qui a duré 1000 ans. Et encore aujourd'hui, c'est une ville absolument extraordinaire. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.